Faire l'école ne veut pas dire qu'on est plus intelligent. Je pensais avant qu'aller en Europe, on réussissait facilement. Donc j'étais complètement nul, j'avais aucune expérience professionnelle, j'avais aucune culture d'entreprise et ça me traumatise. Je commence donc à dire à tous mes amis, moi je veux faire l'élevage au pays. J'avais été victime d'une arnaque quand je voulais acheter ma première voiture, on m'avait arnaqué 2 000 €. En Allemagne, okay. On m'avait arnaqué 2 000 €. Okay. J'aime passer à l'action. On sera à un chiffre d'affaires de pratiquement... Moi, j'ai une façon de faire le business, l'élevage différemment. Tu vois. Je ne veux pas tout faire d'un coup. Voilà, j'ai échoué lamentablement. Je n'ai pas pris la formation de Philippe parce que Philippe a eu la malchance. Je n'avais pas d'argent. Et je lui ai dit, voilà, si on ne m'avait pas arnaqué et tout, franchement, j'aurais pris ta formation parce que je veux me lancer et tout, mais je n'ai plus rien. Je trouve un secteur d'élevage, je cherche les failles des éleveurs. Quelles sont les erreurs que les éleveurs font? Ils élèvent seulement. Et le moment de vendre, ils partent chercher. Moi, je pars d'abord chercher qui va acheter avant de revenir produire. Bienvenue dans C'est encore possible, le podcast qui donne la voix à ceux qui prouvent que au Cameroun et en Afrique en général, c'est encore possible. Donc, aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Douglas de la chaîne de réalité Afro Business. Comment tu vas, Douglas? Je vais bien, Yvan. C'est vrai que je l'ai déjà dit. Oui. Mais je le redis encore, je vais bien. Ok. Tu as bien voyagé pour Yaoundé? Oui. Ah bon, il y a eu beaucoup d'embouteillages, mais ça va. Ok. Donc, comme à l'accoutumée dans le podcast, on fait une petite présentation de l'invité, environ 1 minute, juste pour une présentation qui découle justement des recherches que mon équipe a faites sur toi. Et à la suite, tu nous diras si on a été précis dans la recherche de contenu ou pas. C'est bon? C'est bon, ça me va. C'est parti. Donc, Douglas, selon nos recherches, tu as quitté le Cameroun en 2015 pour l'Allemagne où tu as fait des études en génie mécanique. Tu as travaillé jusqu'à très peu chez Huawei Hydraulique en tant que spécialiste de produits, après avoir été ingénieur R&D chez Fédéral Mogul, ça se prononce comme ça, et tu es aussi passé chez Bosch, qui est une entreprise allemande, j'imagine. Donc aujourd'hui, tu es rentré au Cameroun avec une vision très claire, bâtir un empire agro-industriel, partager ton savoir via justement les réseaux sociaux, en particulier ta chaîne YouTube Réalité Afro Business, et investir en immobilier et en formation. Aujourd'hui, on parle de 6 hectares de terrain, des formations justement en élevage porcin et de milliers de personnes qui te suivent sur ta chaîne déjà. Alors, la note. Tout est correct, jusqu'à un petit détail près. Voilà, les 6 hectares, c'était... En fait, c'est vrai que j'ai fait des vidéos où je présentais le processus d'acquisition des 6 hectares. Mais en fin de compte, avec des recherches très poussées, on s'est rendu compte que le monsieur était un arnaqueur. Et on a décidé de switcher sur 1 hectare. Cette fois-ci, 1 hectare titré où tout est en sécurité. Et c'est sur 1 hectare que nous lançons notre giga-projet. Ok, c'est intéressant. Le processus d'acquisition de terrain, c'est un gros problème au Cameroun, en particulier pour la diaspora, les gens qui sont pas sur le territoire. Donc, est-ce que tu peux me dire un peu comment ça s'est passé et comment justement vous êtes rendu compte que c'était un arnaqueur? Très facile, Yvan. Je pense que peut-être on va en parler encore plus en détail durant ce podcast. La diaspora n'aime pas payer les services aux Africains. Je ne sais pas pourquoi. C'est ton cas. Mais est-ce que les Africains sont d'abord compétents pour les services qu'ils demandent? Il y a des Africains qui sont compétents. Ton équipe, je vois ici tu as toute une équipe, ce sont des personnes compétentes. Quand c'est des personnes compétentes, voilà, donc, en fait, pour revenir sur le terrain, moi, ce que j'ai fait, j'ai payé un géomètre compétent qui avait des relations, pas des relations, mais qui avait une facilité à accéder au dossier et au fichier du cadastre. Et je me suis dit, ici, je suis en train d'investir 15-16 millions. Qu'est-ce que ça coûte 200 000 francs pour être sûr que le terrain que j'achète, c'est un bon terrain. Donc, je lui ai remis le dossier et j'étais juste à côté, justement, pour pouvoir aussi apprendre comment est-ce qu'on vérifie et refaire des contenus après sur ma chaîne parce que, justement, je suis créateur de contenu. Et il a tout vérifié, il s'est rendu compte que même le terrain que le monsieur prétendait que c'était... En fait, le monsieur lui-même, à travers nous, s'est rendu compte que même ce prétendu terrain n'était pas son terrain. Et il ne savait pas? Il ne savait pas. En fait, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est un peu comme toi, tu me donnes ton terrain, tu es peut-être au Canada, tu me donnes ton terrain, je suis resté au pays, de mettre en valeur, et puis moi, je vais vendre une partie de ce terrain. Sans savoir que même ton terrain, ni toi, tu ne sais que ton terrain déjà est empêtré par une autre grande superficie. Tu vois. Mais est-ce que c'est un terrain titré? Non, comme je dis, ce n'est pas un terrain titré. Okay. Mais lui, il prétendait que le terrain que le terrain était déjà dans le dossier du cadastre.
Tu vois, donc ça veut dire, au niveau du cadastre, lorsqu'on ouvre les coordonnées géographiques, on sait que tel terrain appartient à tel appartient à tel. Donc c'est lorsqu'on a poussé les recherches jusque-là qu'on s'est rendu compte que non seulement son nom ne figure sur aucune exploitation dans les environs, en plus le terrain qu'il prétend avoir, parce que c'était 22 hectares, nous on voulait 6 hectares, tous les 22 hectares, il y avait deux gros lots en quelque sorte qui mangeaient entre guillemets son site. Donc lorsqu'on lui a présenté les plans, après avoir avoué que bon oui, finalement c'est pas son terrain et tout, il nous a dit merci. C'était un peu ça. Ok, et donc du coup tu as pivoté sur un autre... Là maintenant je suis allé sur un terrain titré, j'ai préféré aller parce que j'ai passé du temps. Donc je suis allé sur un terrain titré qui m'a coûté certes plus cher, mais qui vaut de l'or en quelque sorte. Parfait, c'est intéressant de savoir. En tout cas, moi je conseille toujours aux gens d'aller sur des terrains titrés, surtout quand on ne s'y connaît pas beaucoup. J'imagine. Ok. Donc, on va revenir un peu à l'origine, donc sur ton contexte familial. Est-ce que dans les conditions dans lesquelles tu as grandi, tu étais prédestiné à te lancer dans l'entrepreneuriat ou en particulier dans l'élevage de porc? Qu'est-ce qui, à un moment, t'a permis d'arriver là? J'ai envie de dire, j'ai le sang de l'entrepreneuriat en moi, mais je n'ai jamais regardé l'entrepreneuriat comme on le voit aujourd'hui. Donc, j'ai grandi sans vraiment savoir ce que je voulais. Donc, il fallait faire plaisir aux parents, aux grands frères. Quand j'ai passé mon BPC, on m'a dit, va en seconde C. Je suis allé. Après, il fallait aller en premier. On m'a dit, tu es un garçon intelligent, va en premier. Je suis parti. Après, on m'a dit, va en Allemagne. Je suis parti. Donc, c'est à un moment donné, à partir de 2017-2018, l'entrepreneuriat est devenu la mode, que j'ai appris, j'ai commencé donc à faire la différence entre le travail en tant qu'entrepreneur le travail en tant que salarié. Je ne faisais pas vraiment de différence. Mon père étant entrepreneur, ma mère étant agricultrice, je n'ai jamais vu un autre monde, je n'ai jamais grandi, je suis jamais allé dans une maison de salariés. De salariés, ok. Voilà, tu vois, donc pour moi, les deux, c'était pareil. Voilà, donc quand c'est devenu une mode, j'ai vraiment commencé à pousser les recherches, à lire des livres et à découvrir énormément de choses. À quel point ça pouvait être différent. Et à partir de là, j'ai choisi en fait. Donc techniquement, tu avais toujours connu l'entrepreneuriat comme un mode de vie. Voilà. Et après, au moins en 2018 et tout ça, tu as connu un peu l'entrepreneuriat théorisé. Enfin, les gens qui ont fait des théories sur l'entrepreneuriat veillent le salariat. Et donc, tu as compris que finalement, tu étais entrepreneur dans la vie. C'est ça. Tu as mentionné tout à l'heure que, comme tu étais intelligent, tu allais en premier C. Est-ce que tu considères que faire la C, c'est être intelligent? Non. Non. Après, la vérité, c'est que la C, c'est difficile. Que la A, par exemple. Ça ne va pas plaire aux gens qui ont fait la A, qui nous regardent. Mais la C, c'est costaud. La C, c'est très costaud. On n'a qu'à voir les pourcentages de réussite. Mais ça ne veut pas dire, déjà faire l'école ne veut pas dire qu'on est plus intelligent. Ce n'est pas ça. Mais là, maintenant, dans la tête de nos parents, eux, ils regardent. Si il n'y a que 10 personnes qui ont eu le bac, sur 50 élèves en première C, et ils voudront que leurs enfants fassent partie des 10 élèves. Donc, ils prient même que toute la classe échoue et que je sois le seul qui réussisse pour pouvoir avoir cette validation en quelque sorte. Ok, je comprends. Donc, tu as fait quel collège? J'ai fait le collège Dauphine. Collège Dauphine à Douala? À Douala. Ok, donc tu termines au collège Dauphine et là, est-ce que directement tu vas en Allemagne ou... Quand je termine mon bac, j'entre en conflit avec mon père. Donc moi, je vais faire le CAC en Afrique centrale. Okay. Donc ça, c'est à Pointe-Noire. Oui. Donc quand je veux faire le CAC... Faire gestion, quelque chose? Non, je veux faire ingénierie. Moi, ingénierie. Oui, mais en fait, ingénierie, vraiment, ça découle aussi de la C, des professeurs et tout ça. Au fond, je ne sais pas ce qui est bien pour moi à ce moment-là. Donc moi, je veux pas aller en Europe et tout, franchement. Mais pour quelle raison? Parce que pour un enfant qui est au Cameroun, qui a son bac C, en général, l'Europe, c'est le premier choix. Enfin, du moins, c'est un meilleur choix qu'aller à Pointe-Noire. Oui, disons que j'ai eu, je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance, de côtoyer les Occidentaux. Ils sont passés brièvement à mon école, à mon collège, et on avait travaillé sur un projet de littérature. Donc il fallait, je ne me rappelle plus trop bien, mais il fallait écrire un livre de 20 pages, un truc du genre. Et moi, j'avais toujours repoussé. Donc ils avaient donné un délai d'1 semaine, et j'ai repoussé le dernier jour, j'ai écrit quelque chose rapidement. Ça les a bluffés, ça ne m'a pas plu. Donc ils étaient en mode, ah c'est très bien, c'est bien fait et tout. Et puis moi, je ne sais pas si j'ai cru que c'était de l'hypocrisie. Tu t'es dit qu'ils sont cons, quoi. Non, je me suis dit, finalement, c'est pas ce que je vois à la télé. Aussi simple que ça. Okay. Ça peut paraître bizarre, mais en tant que j'étais très jeune, je le suis toujours un peu, mais j'étais très jeune, et à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions. Donc on regardait tous Disney Channel, on regardait ces blancs-là, en quelque sorte, qui représentaient quelque part les êtres parfaits et tout.
Et voilà, moi déjà, les voir et avoir ça. Donc, je me suis dit, finalement, je veux rester chez moi. Finalement, je veux rester chez moi. Et aussi, je me disais, je voyais l'histoire aussi derrière. Je pensais avant qu'aller en Europe, on réussissait facilement que sur place. Et dans mon entourage, je m'avais déjà habitué à la difficulté. Donc, je voulais rester où c'est difficile pour prouver que non, même là, vous allez voir, je vais tout casser. Ok. Ouais. Moi, je comprends. Parce que je confirme ce que tu dis par rapport au fait d'avoir impressionné on va dire les Blancs qui étaient dans ton collège. Bon, est-ce que quand tu es parti en Allemagne, parce que finalement, tu as étudié en Allemagne, est-ce que tu as confirmé ce sentiment-là? Ou tu l'as nuancé? Oh, là, c'est toute une histoire. Je veux pas prendre trop. En fait, déjà, pour l'Afrique centrale, moi, je fais le concours. En fait, j'ai décidé de faire le concours. Je paye ça de mes propres moyens. Et je tombe malade le dernier jour du concours. Donc, finalement, j'échoue le concours. Ils m'ont fait boire du grand vin le soir où j'échoue le concours. Et finalement, je commence les cours d'allemand. Donc, quand j'arrive en Allemagne, justement, pour rebondir sur ta question, quand on étudie en une autre langue, c'est compliqué. Donc, tu arrives à l'université, j'étudie génie mécanique, donc vraiment la pure mécanique. Et la majorité des Allemands avec qui tu étudies sont allés d'abord faire une formation. Parce que ce que j'étudie, eux, ils considèrent que c'est très difficile. Donc, ils vont d'abord travailler peut-être dans un garage auto, d'autres vont travailler dans un chantier afin vraiment de maîtriser, tu vois. Mais nous, on arrive, on ne sait même pas comment on appelle une vis. C'est ce que justement j'allais dire, parce que moi aussi j'ai fait une école d'ingénieur en France là. Et ce que j'ai remarqué, c'est effectivement qu'en général, les Africains sont beaucoup plus poussés sur la théorie. Donc, du coup, on a de quoi les surprendre à ce niveau-là. Mais bien souvent, pour ce qui est de la pratique, on est très, très développé, très moins développé. Et en plus, avec l'Allemagne, ce qui est encore drôle avec l'Allemagne, c'est que celui qui parle allemand, donc en cours, quand il discute avec le professeur, déjà même c'est la façon de discuter avec le professeur, de le tutoyer, de parler. Nous, on lève la main, on veut répondre, on se lève. Mais lui, il parle, le professeur, le tutoie, on dit, oh, mais tu te crois où? Donc, du coup, on se dit, peut-être c'est parce qu'il est tellement brave et il parle l'allemand. On a du mal à accepter que c'est sa langue maternelle, mais comme il parle allemand, qui est déjà un challenge pour nous, et il dit des choses que finalement, il ne dit rien de bon. Et le professeur étant très poli, tous les professeurs sont obligés de l'être, et essaie de répondre un peu à son sens, on ne veut pas lui montrer qu'il est con, quoi. Oui. Donc nous, on s'est dit, oh, voilà un génie. Oui, mais après, moi, je trouve qu'ils sont bons. Non, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais nous, on peut être meilleurs. Tout dépend de comment on se perçoit. Et la difficulté, parce que j'étais avec 2 autres Camerounais, on a étudié ensemble du début jusqu'à la fin, et on a eu les mêmes difficultés. Donc c'est peut-être vers le 5e semestre, dans la 3e année, quand on a appris, on comprenait certains dialectes, quand peu importe à quelle vitesse tu parles, on comprend, qu'on s'est dit finalement que mince, attends, mais au premier semestre, les gars là, ils disaient des trucs, ce n'était même pas vrai en fin de compte. Oui, je comprends. Ils ont cette aisance-là à communiquer. Mais sinon, ils sont très compétents. Les Allemands sont très forts. Oui, surtout sur le plan technique. Comme les mecs d'Amérique du Nord, effectivement, ils sont très bons. C'est sûr que nous, quand on vient d'Afrique, comme j'ai dit, on est brillants théoriquement. On connaît toutes les théories qui existent en mathématiques, en mécanique, en aéronautique. On est théorie de Pythagore, ils savent pas qui est Pythagore. Je dis ici, par exemple, moi j'ai fait aéronautique, et quand tu vas justement dans les clubs étudiants d'aéronautique, les mecs te construisent des avions. Tu as des mecs de génie mécanique, même du cégep. Cégep, c'est un peu comme Bac plus 2, qui sont capables de construire des avions. Mais tu as des docteurs en aéronautique, tu dis que bon, construis dans l'avion. Quand tu es docteur, non? Construit dans l'avion, il n'est pas capable. Et il peut tout expliquer. Il peut t'expliquer l'influence de l'air sur les ailes. Exactement, mais c'est ça un peu la différence. Donc, du coup, tu es étudiant en Allemagne. Et après tes études, comment tu vois ta carrière? Je fais mon stage chez Bosch et ça chamboule un peu les choses parce que je suis arrivé, c'est un peu la suite de ce qu'on se disait, je suis arrivé, j'étais nul. Donc, j'étais complètement nul. J'avais aucune expérience professionnelle, j'avais aucune culture d'entreprise. Et ça me traumatise. Donc, ça me traumatise et ça commence déjà à créer un dessin où je me dis, bon, je ne veux pas travailler dans des très grosses entreprises parce que déjà, ici, on n'a pas le temps d'apprendre, on n'a pas le temps de s'adapter, et on n'a pas le temps de créer quelque chose. Donc, quand je continue, parce qu'après le stage, je rentre à l'école. Quand je continue dans mes études, j'essaie déjà au moins que je ne vais pas travailler dans une très grosse entreprise. Donc, ça a influencé justement les choix qui sont venus derrière. Et chez Bosch, qu'est-ce qu'ils font?
Chez Boss, ils faisaient dans les injecteurs. Les injecteurs qu'on utilise dans les moteurs. Les moteurs de véhicules, justement. OK. Ouais. OK. Et donc, du coup, après chez Bosch, tu as fait un stage. J'imagine que c'était un stage d'élève ingénieur. Voilà, j'ai fait justement un stage d'ingénieur qui était lié à mes études, où je me suis senti très mal, justement, parce que que ce soit la langue, que ce soit l'accent, que ce soit sur le plan technique, la difficulté à comprendre. Tu sais, les Allemands, la culture allemande, même si je t'explique, mais bon, franchement, c'est aujourd'hui, quelqu'un rit avec toi, demain, il t'ignore. Bon, c'est pas tu ne sais pas comment tu vas prendre. C'est pas que les Allemands. Après, bon, oui, c'est vrai. Moi, par exemple, ma première expérience en France, j'avais quitté le Cameroun pour aller en France. Donc, j'arrive en troisième année, parce que moi, j'ai fait prépa Vogt. Donc, j'arrive en troisième année université dans une promotion où les gens se connaissaient à peu près. Donc, premier jour d'école, il y avait un TP. C'était un TP en électronique. Et on était quatre Africains dans toute la promotion. Donc, on arrive là, on nous répartit dans les groupes. Et bon, évidemment, je suis le seul noir dans mon groupe. J'étais entouré de 2 blancs, une fille qui était métisse. Et bon, naturellement, je me dis, la fille qui est métisse, on va peut-être parler un peu plus, tu vois. Elle a du sang noir. Oui. Déjà, pendant le TP, à chaque fois que j'interviens, il ne m'écoute pas. Je crois que peut-être tu vas savoir de quoi je parle, parce que quand tu as côtoyé, justement, tu sais un peu, donc, on dit, OK, il faut faire X, il faut faire X. Là, ils se parlent entre eux. Mais quand toi, tu vas dire, oh non, je pense qu'il faut faire X, ils t'ignorent, donc, comme si tu n'as pas parlé. Donc, moi, je disais que je me retrouve où là, comme ça. Donc, le TP se termine, on remet les copies. Et donc, c'est la pause. On avait une pause de 15 minutes. Durant la pause, je vois la fille métisse, en fait, qui s'approche. Moi, j'avançais, elle avançait aussi. Et là, je voulais lui demander les notes du TP, quand est-ce qu'on va nous remettre les notes? Et là, je la salue. Et elle passe. Quelqu'un avec qui tu viens de faire le TP. Un vent monumental. Oui, elle passe, elle ne répond pas. Et là, je me suis dit, what the fuck? Je me dis, c'est comme ça? Et ça, en fait, ça a beaucoup contribué à ce que moi, j'ai quitté la France. Parce que justement, j'ai supposé aller en France pour 3 ans. Je pense que puis j'ai fait 1 an et demi. Je suis allé au Canada. Où c'était un peu mieux. On va dire ça comme Donc, ça. ça veut dire la culture française. Parce que, bon, je pensais que la culture française et la culture camerounaise, en quelque sorte, étaient presque pareilles. Donc, on pouvait s'adapter facilement. Je dirais que ça dépend où tu te retrouves. Les zones ne se ressemblent pas. Si tu es à Rouen, où tu as comme 50% des gens qui sont noirs, parce qu'il y a beaucoup d'écoles d'Africains, tu vois, il y a les Sénégalais, les gens sont un peu habitués. Moi, j'étais dans une école banlieue française, 4 dans la promo qui sont noirs, donc je n'étais pas très habitué à côtoyer. Et ouais, il y avait quand même un peu voilà, que ce soit entre les élèves, avec les profs aussi. J'ai eu des histoires bizarres, même des fois, moi j'ai eu un stage, ils ont fait des trucs pour qu'on donne mon salaire à quelqu'un d'autre. Donc, des histoires comme ça arrive beaucoup en tant qu'étudiant, quoi. Ouais. Yeah. Donc, toi, une fois que tu t'es dit que tu ne veux plus travailler dans une grosse entreprise comme Bosch, à la fin de tes études, justement, comment se fait la transition pour aller travailler dans la boîte dans laquelle tu travailles? Là, la transition, ça se fait. Je termine mes études à la période du Covid, donc c'est compliqué de trouver du boulot et je ne veux pas faire de master. C'est 2019-2020. 2019. OK. Oui, donc disons mai, juin, juillet 2019. Okay. Je ne veux pas faire de master. Donc, à partir de là, je commence à prendre mes propres décisions. Donc, je préfère, comme c'est un peu compliqué d'accéder au marché de l'emploi, donc je préfère aller faire une formation. Parce que je fais comment on appelle ça, ma thèse de fin d'études dans une autre entreprise, on Fédéral Mogul, comme tu as mentionné tout à l'heure. Et là, je tombe sur un encadreur égyptien en fait, c'était complètement différent. On était très, très, très proches. Il voyait déjà le potentiel. Donc, c'est l'un des premiers encadreurs que j'ai eu qui me voyait un peu comme on me voyait ici au Cameroun à l'époque. Donc, il voit déjà le potentiel. Il me dit, il faut qu'on développe ça. Donc, on met sur pied un projet où je dois carrément créer une innovation et on n'arrive pas à mener le projet à terme. Donc, je fais ma thèse quand même, je finis mes études et je décide de continuer. Et il me fait travailler donc avec un autre département, marketing, pour que j'apprenne un peu plus la communication, j'apprenne à vendre mes idées en quelque sorte. Donc, ça se passe bien. Je reste là, je crois, 1 an et demi de formation. Et après, maintenant, je décide de prendre un coach, en quelque sorte, qui m'accompagne, qui me fait un CV, qui me forme dans justement... pour trouver du travail. Pour trouver du travail. Et on dirait que c'est ce qu'il me fallait. Donc, on écrit une demande, ça passe, j'entre dans la nouvelle entreprise et c'est terminé. Et dans cette entreprise-là, tu as fait combien de temps finalement? J'ai fait 4 ans. 4 ans. Bon, c'est à partir de quel moment que tu t'es dit, je retourne au pays
Ou en tout cas, du moins, je vais faire de l'élevage de porc au pays. Et est-ce qu'avant ça, tu as eu à tester d'autres projets, en fait? Bon, disons, en 2000 tout commence en 2020. 2020, là, je rentre d'un voyage de vacances, en été, de vacances avec mes amis. On avait loué un véhicule. Donc, ils me déposent chez moi et eux, ils continuent. Et dès qu'ils me déposent, c'est parce que tu connais cette sensation, oh, maintenant les vacances sont terminées, demain on travaille, qu'est-ce que je fais? Donc, j'allume dans ma télé, je vais sur YouTube et je vois une vidéo. Philippe Simon. Comment gagner, c'était quoi, comment gagner, ou bien comment investir dans l'élevage de poulet avec 2000 € et tout. Bon, après les gens vont, je sais que dès que je vais dire, on va encore dire, voilà, encore un esprit faible ou je sais pas quoi. Il y a toute une guerre actuellement autour du monsieur, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'a intéressé justement, c'est de voir quelqu'un qui pouvait assumer le fait de faire de l'élevage et même de vendre l'élevage. Moi, j'avais jamais perçu ça comme ça. Tu vois, donc j'avais toujours eu honte parce qu'au fond, tout ce qui est ingénierie et tout, c'est j'ai envie de dire, c'est le côté intellectuel. C'est ça qui me passionne. Mais ma propre sagesse, tu vois, dans mon moi intérieur, était plus comme à mon enfance où je faisais beaucoup d'agriculture, d'élevage. J'étais plus tourné vers là, mais je n'osais pas l'assumer, ni même le dire. Donc depuis cette vidéo, je me dis donc, ah oui, je commence donc à dire à tous mes amis, moi je vais faire l'élevage au pays. Voilà. Donc après, finalement, je me lance. Tu te lances comment? Je fais l'élevage de lapins. Oui, mais comment? Je veux dire, tu es dans ton bureau en Allemagne, là, et puis tu prends un vol pour... Non, je le fais à distance. OK. En fait, je prends mes économies, ça devait être 1 500 € à l'époque. Comme je travaille justement dans l'entreprise, ma formation et tout, je prends ça et puis j'envoie à quelqu'un au pays. Parce que lui, c'est un ami d'enfance et il fait dans l'élevage des lapins, il a ses propres lapins, mais il n'a pas assez de temps pour s'occuper des autres personnes. Donc, du coup, il me fait, parce que lui construit des clapiers pour lapins. Il me fait comprendre que l'élevage, c'est très facile, la maman peut gérer. Donc, il m'a persuadé parce qu'il voulait gagner le marché pour construire mes clapiers et acheter les lapins. Donc, du coup, tout l'investissement lui revenait et je lui ai remis tout l'argent. Et effectivement, il a tout fait. Et après, il m'a abandonné. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas quelles sont les maladies chez les lapins. Qu'est-ce qu'il faut donner quand il n'y a pas si. Même pour acheter l'aliment. Je n'avais aucun autre contact que son contact. Voilà, et après, son contact a commencé à faire des caprices, à me bouder, à dire parce que je crois que je suis en Allemagne, je veux un peu lui faire, tu connais l'histoire. Voilà, donc il a commencé à avoir certains complexes et tellement c'était difficile. À un moment donné, j'ai demandé à ma maman qui gérait de vendre les lapins. De manger. De vendre, on va faire comme ça. J'ai demandé de manger un à un. Et jusqu'au jour où il n'y aura plus rien. Et jusqu'aujourd'hui, mes clapiers sont toujours à Banjul. Ah, c'était à Banjul? C'était à Banjul. OK. Et c'était un investissement de quoi? 1 500 €? 1 500 €. OK. Est-ce que tu n'avais pas pris la formation de Philippe Simon? Non. Pourquoi? Je n'ai pas pris la formation de Philippe parce que Philippe a eu la malchance que j'ai commencé à le regarder très tôt. Je n'avais pas d'argent. Je me rappelle parce que j'ai commencé à le suivre très tôt. Je crois qu'il devait avoir 10 000 abonnés ou je ne sais pas. Et je lui ai même écrit un mail pour lui dire, voilà, parce que tu vas te moquer de moi. J'avais été victime d'une arnaque quand je voulais acheter ma première voiture. On m'avait arnaqué 2 000 € Au pays? En Allemagne. En Allemagne, OK. On m'avait arnaqué 2 000 €. Et justement, j'avais écrit à Philippe, justement, tout naïvement. Et je lui ai dit, voilà, si on ne m'avait pas arnaqué et tout, franchement, j'aurais pris ta formation parce que je veux me lancer et tout, mais je n'ai plus rien. Donc, je te promets que je te reviens dès que j'aurai un peu d'argent. Tu vois un peu. Et il m'a répondu, oui, Douglas, t'inquiète. Bon courage à toi, machin. Mais au fur et à mesure, j'ai jamais pu avoir autant d'argent pour prendre sa formation. Mais il fallait que je me lance. Tu vois, je voulais, parce que moi, c'est un peu comme je t'ai dit, je voulais pas faire de master. Je voulais faire le bachelor. Après le bachelor, je voulais me lancer dans le marché de l'emploi. J'aime faire, tu vois, j'aime passer à l'action. Donc, quand j'ai regardé, il fallait investir, ce qu'il fallait investir sur la formation et après garder encore l'argent pour investir sur les bâtiments. J'étais très pressé, mais c'était une erreur. C'était une erreur parce que la preuve, j'ai échoué. Voilà, j'ai échoué lamentablement. Et justement, malgré cet échec-là, comment ça se fait pour qu'après tu te relances dans les ports? Quand j'échoue l'élevage des lapins, je m'assois et je fais, parce qu'il y a eu un personnage très important qui a marqué un tournant. Laisse-moi deviner. C'est ton frère. C'est mon frère Derrick. Voilà. Lui, c'est quand l'élevage des lapins se porte mal, Derrick, il a menacé le monsieur qui a construit les clapiers. Il était même prêt à en découdre physiquement. Et il m'a beaucoup soutenu parce que pour moi, bon, tu sais, 1 500 €, tu es prêt à perdre. Parce que j'avais dit, j'investis ce que je peux perdre. Mais pour lui,
Il s'est dit, mais 1 million, mon frère, toi, tu dis que tu es prêt à perdre 1 million, comment donc? Il ne voulait pas à tout prix qu'on perde ça, tu vois un peu. Donc, il a beaucoup bagarré pour que ça se passe bien. Mais finalement, avec ça, il est devenu un associé naturel. Oh, bien sûr. Voilà. Donc, on s'est donc assis à la fin, on a dit, pourquoi ça n'a pas marché? On a compris qu'on avait, pas de réseau. Donc, personne n'a qui acheter l'aliment, vendre les lapins, acheter les médicaments, pas de vétérinaire, rien. 2, pas de formation. Aucune formation. On ne sait pas ce que ça veut dire quand tu viens le matin, les oreilles du lapin sont tombées et pour d'autres sont levées. On ne sait pas, on ne connaît pas interpréter. On ne sait même pas quand le lapin est malade. On vient seulement trouver qu'il est mort. 3, l'expérience. On n'avait pas d'expérience. On n'avait personne autour de nous qui avait l'expérience. Disons, prendre les lapins, donner à une maman qui, elle sait faire son agriculture. À la limite, même c'est quelques petits poulets de ferme qu'elle peut faire. Mais lui donner un tel projet de gérer, c'est compliqué. Voilà, que beaucoup de gens de la diaspora font. Justement, j'ai commis ces erreurs-là, justement. Donc, quand je vois et je pousse mes recherches, je commence à travailler sur l'élevage de poulets, l'élevage de chèvres ou l'élevage de lapins. Quand je travaille, je comprends que, OK, si le résultat de notre analyse est vrai et qu'on rassemble tous ces éléments, quel projet sera le plus rentable? Maintenant, de toi à moi, entre vendre un poulet à 2 000 et vendre un porc à 200 000, tu préfères quoi? Je préfère ce qui est premium. Mais moi, je préfère vendre les porcs. Bien sûr, ce qui est premium, parce que effectivement, justement, certaines personnes vont dire, qui nous regardent, ils vont dire, oui, mais je préfère vendre plusieurs poulets pour avoir. Moi, je sais que je sors 3 porcs par mois, je suis bien, je suis peinard. Exactement. C'est justement ça que je dis vendre des produits premium, parce que tu mets techniquement moins d'efforts. Parce que pour vendre, enfin, l'effort que tu mets pour vendre un porc est sûrement inférieur à ce que tu vas mettre pour vendre, je sais pas, 20 poulets, quoi, qui seront l'équivalent. Et là, tu soulèves aussi un point important, parce que dans le marché des porcs, il y a de la demande. Parce que, disons-nous les vérités, hein, franchement, combien de fois ça t'est arrivé de rester à la maison et de dire, je vais sortir manger du poulet brisé? Ça arrive souvent, quand même. Oui, entre le poulet brisé et le porc brisé. Je veux dire, c'est plus courant au Cameroun que les gens disent. Déjà, même marché, bon, je ne sais pas trop à Yaoundé, mais à Douala et Bafoussam, c'est rare de tomber là, comme ça, sur un point où on est en train de briser le poulet, c'est rare. Non, ici à Yaoundé, quand même, oui, on manque quand même pas mal de poulet. Okay. Mais je dirais, en fait, quand moi je parlais de plus facile, c'est en termes de ce qui, même en termes de réflexion, là. Je veux dire, si tu veux vendre un porc, c'est plus facile que si tu dois vendre. Non, après, il faut aussi faire l'étude de marché. Il faut aussi faire l'étude de marché. C'est pas parce qu'on vend un porc à 200 000 qu'on va courir faire les porcs. Parce que si on a personne à qui on va vendre. Tu vois, donc, nous, en fait, nous, on s'est basé dessus. On s'est dit, le poulet, c'est plus le ménage. C'est plus le monsieur qui sort de la maison, qui rationne et dit je veux manger une sauce tomate poulet. Mais maintenant, le porc, même si le monsieur qui rationne 10 000 francs pour le porc à la maison, il peut manger 20 000 francs de porc dehors rapidement. Je veux dire, le morceau, c'est 500 francs avec la bière, avec ses amis. Tu vois, donc, on fait vite le rapport et on se dit, bon, on va se lancer plutôt à l'élevage des porcs. De porc, ok. Et la chèvre? La chèvre, finalement, on n'a pas eu de contact. On a fouillé n'importe comment, on n'a pas eu un expert dans les chèvres au Cameroun, sur qui on pouvait s'appuyer. Parce qu'il faut rappeler que toi, la façon dont tu fais, parce qu'on peut parler d'élevage de porcs, les gens ont l'impression que c'est un peu mettre 2 porcs derrière sa maison. Il faut dire que toi, tu fais vraiment selon les normes industrielles. D'où l'intérêt pour toi d'avoir vraiment des contacts qui te permettent de le faire de façon industrielle. Donc, niveau chiffres, l'élevage de porcs, ça ressemble à quoi? Parce que les gens, en général, ont soif des chiffres. Je veux dire, si quelqu'un veut se lancer, on va vouloir que tu... Oui, déjà, il faut savoir que le porc, ce n'est pas une machine pour fabriquer peut-être ces micros où on met la machine, fait tac, 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 tu vois, c'est les caisses qui sortent. Non, c'est pas ça, le porc. Le porc, c'est un être vivant qui a ses humeurs, qui aujourd'hui, la truie va mettre bas 10, demain va mettre bas 6, après ce sera 17. Donc, en me basant uniquement sur ça, je ne peux pas te donner un chiffre fixe. Maintenant, mon challenge aujourd'hui, c'est de pousser les intéressés d'élevage de porc à considérer l'élevage comme une industrie, à tout faire pour que l'élevage de porc devienne une industrie. Parce que très vite, j'ai constaté que les gens, ils veulent juste lancer des porcs et être contents le jour où il y a mise bas et le jour où il y a les ventes. Mais moi, je veux qu'il y ait les ventes tous les mois. Pour le moment, je suis sur tous les mois. Dans peut-être 2-3 ans, je serai sur toutes les semaines. Après, je passerai à tous les jours. Qu'il y ait des ventes tous les jours. Tu vois, donc, actuellement, on est sur tous les mois. On est à 85-90% du process. Je dis pour réussir le process, pour qu'effectivement, il y ait des mises bas et des ventes tous les mois. Donc, quand on sera à 100%, on sera à un chiffre d'affaires de pratiquement 5 à 6 000 euros par mois. Un chiffre d'affaires de 5 à 6 000 euros par mois. Voilà. OK. Et c'est quoi les marges? Disons, on est entre 3 000 et 3 500.
Non, Entre 3 000 et 3 500 de de, marge. ouais, Ok. entre 3 000 et 3 500 de bénéfices. Bénéfice, Oui. après avoir payé les employés. Après avoir payé ça, les employés, les charges et les tout. charges, Parce que tout ça. il faut aussi dire, moi j'ai une façon de faire le business, l'élevage différemment, tu vois. Je ne veux pas tout faire d'un coup. Exactement. Voilà, donc moi je trouve un secteur d'élevage, je cherche les failles des éleveurs. Quelles sont les erreurs que les éleveurs font? Ils élèvent seulement, et le moment de vendre, ils partent chercher. Mais moi, je pars d'abord chercher qui va acheter avant de revenir produire. Et quand je pars chercher qui va acheter, je trouve des gens qui, Ghislain que tu connais, eux, ils font déjà l'engraissement, ils ont déjà tout un gros marché. Peut-être c'est pas le plus gros marché au Cameroun. Ouais. Et ils sont sympas et accessibles. Ouais. Voilà, je me dis, mais s'ils sont sympas, accessibles, ils ont tout le marché, pourquoi ne pas produire ce qui les intéresse? Donc, je me concentre donc sur la production des porcelets. Bien sûr, je fais aussi dans l'engraissement pour rester intéressant sur le marché. Mais je suis concentré sur la production des porcelets que je donne maintenant aux grands engraisseurs. Ils engraissent et ils revendent. Demain, je vais commencer l'engraissement pour que tu puisses vendre. Oui, bien sûr. En tout cas, nous, on en a besoin au supermarché. Sachant que tes résultats dépendent beaucoup des process de nutrition et des médicaments. Ouais, et de médicaments. Je sais pas c'est quoi. Prophylaxie. Ouais, prophylaxie que tu as mis en place. Exactement. Et c'est ça qui te permet justement d'avoir des bénéfices qui sont quand même assez intéressants. Ouais. OK. Et quand tu es justement revenu au pays, ça s'est fait comment? Est-ce que tu as directement lancé ta ferme? Ça s'est fait plutôt progressivement? Non, déjà je conseille même pas. Je conseille pas parce que c'est ce que je vois. Quelqu'un qui rentre au pays avant de lancer une activité est rentré par émotion, par le mal de pays. Le mal de pays a pris le dessus et c'est pas bon. Moi, j'ai lancé mon business déjà en 2022. Ok. Voilà, en 2022, j'ai pris le temps de rentabiliser le projet, de gérer à distance, de faire grandir le projet, de tester le marché, d'être en contact avec plusieurs fournisseurs. Tu vois. Et à partir de là, maintenant, vu que chez moi, tout est documenté, à un moment donné, je regarde les tendances. Et les tendances sont croissantes. Et je regarde aussi les résultats que je fais quand je suis au Cameroun. Parce que dans mon entreprise, j'ai réussi à leur imposer quelque chose. C'était, vous m'avez embauché pour faire peut-être, disons, 10% d'un projet. Aujourd'hui, je fais 60%. Ils sont contents. Dans l'entreprise, dans la dernière entreprise, okay. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais 60%. Vous êtes content? Ils disent oui. Ils me demandent ce que je veux en retour. Je dis, moi, je veux aller au Cameroun comme je veux. Donc, du coup, la solution qu'on a trouvée, c'est que je fais des heures supplémentaires. Donc, en Allemagne, je travaille 12 heures par jour. Et ça fait en sorte que dès que j'ai travaillé 3 mois, je prends les congés de 2 semaines ou 3 semaines. Et les heures supplémentaires, c'est 3 semaines et quelques jours fériés. Donc, c'est comme ça que je me retrouve à faire 2 mois sans problème au Cameroun. OK. Dans 3 mois, tu travailles l'équivalent que quelqu'un qui travaillerait normalement. On va peut-être travailler 4 mois et demi. 4 mois et demi, c'est ça. Exactement. Voilà. Donc, je profite donc de ça. Je passe beaucoup de temps au pays et j'observe dans les chiffres. Donc, quand je suis là, c'est le boom. Quand je ne suis pas là, je me base que ça ne redescende pas complètement, mais ça descend quand même, mais que ça ne redescende pas complètement. Donc, j'ai fait ça sur 2 ans. Et comme je dis, j'ai regardé les tendances. J'ai regardé si j'élargis le projet, par exemple, qui est preneur. Tu vois, qui est preneur de mes produits. Okay. Donc, les preneurs étaient là, ils se disputaient même. Aujourd'hui, je ne veux pas que je entende ça, mais je vends même à certaines personnes en cachette. Tu vois, certains gros preneurs aussi en cachette, justement parce qu'ils sont trop nombreux à être intéressés par les produits. Et moi, je ne fais pas beaucoup, je ne fais pas assez. Voilà. Et justement, je pense que la dernière fois que j'avais visité ta ferme, tu me disais que le porc, c'est l'un des produits au Cameroun pour lequel il y a une sorte de protectionnisme économique. Parce que justement, c'est qu'au Cameroun, on a envahi des produits d'extérieur. Et l'un des points positifs justement d'en faire les porcs, c'est qu'il n'y a pas ça. Est-ce que tu peux un peu développer? Oui, on n'a qu'à regarder. Je veux dire, c'est peut-être l'élevage en général. Okay. L'élevage en général, c'est quelque chose qui est assez protégé parce que quand on regarde les Chinois, actuellement au Cameroun, je pense que partout en Afrique, ce sont des gars qui peuvent tout faire. Il y en a, ils ont appris le bafang pour s'intégrer. Et d'autres parlent le camfranglais. À Douala, là-bas, voilà. Donc, ce sont des gens qui peuvent tout faire. Et je pense que, pour ceux qui voudraient des preuves, si le gouvernement n'avait pas protégé ce secteur, il serait en train de le faire. Et les Chinois sont des gens, ils sont capables de monter une ferme comme on fait le puzzle. Exactement, en quelques jours. Donc, nous, quand ça nous prend 5 mois pour construire un grand bâtiment, peut-être voire même 1 an, eux, ça leur prend 2 semaines. Donc, avec toutes ces facilités-là, ils auraient voilà. Maintenant, en Chine, tout ce qui est médicaments, en fait, ce sont les plus grands éleveurs aujourd'hui. Voilà, donc ils ont tout. Ils ont ce qui est prophylaxie, donc médicaments, matériaux de biosécurité, la ferme et même les races.
Et même ce qui concerne l'insémination artificielle, ils ont tout. Tu vois, donc, si ce n'était pas protégé, ils seront déjà en train de faire ça. Donc, le gouvernement a protégé ça pour que justement les locaux aient le temps de se développer. Non, pas le temps, pour que les locaux en profitent rapidement. Parce que comme le gouvernement protège, tu vois, la production locale n'est pas élevée. Et le gouvernement n'a pas d'autre choix que d'importer. Et en important, je ne pense pas que c'est la meilleure qualité. Et c'est pour ça donc que dans tous les projets de structure que tu vas avoir, le gouvernement va lancer, autosuffisance alimentaire, ou bien, j'ai oublié, le nom m'échappe, le dernier projet m'échappe, ils vont toujours inciter les gens à se lancer dans des projets tels que l'agriculture, l'élevage et l'éducation. Ils vont toujours inciter les gens à se lancer dedans parce que pour eux, c'est une pression énorme. Imaginez un gouvernement qui, sur la balance commerciale, est très mal noté, tu vois, alors que justement, elle a créé cette balance-là pour pouvoir laisser un marché vide, pour que les Africains, demain les Camerounais, puissent se lancer. Ils ne se lancent pas. Alors, ils se lancent pas. Je pense que c'est l'un des gros problèmes qu'on a avec l'agriculture, parce que beaucoup de personnes ne se lancent pas parce que peut-être ils ont la mentalité que toi tu avais à un moment. Oui, justement. Merci beaucoup pour la balle. Non, mais je me dis parce qu'il y a beaucoup de jeunes là qui chôment et qui vont finir l'école, qui vont chercher le travail, alors qu'ils auraient pu se lancer dans l'agriculture. C'est ça. C'est ça. Et puis, des fois, je me dis même que en fait, cette façon de penser n'est pas bonne parce que finalement, l'agriculture, ça dépend de la façon dont tu le fais. Parce que quand moi, je regardais quand on arrive dans ta ferme, c'est totalement scientifique. Je veux dire, on dirait que tu es un vétérinaire. Je veux dire, le gars, c'est totalement scientifique et finalement, tu peux te retrouver dedans, même si tu as fait des grandes études, en fait. C'est pour ça que j'ai dit la façon de se lancer. Oui, c'est très important. Donc, il faut avoir une certaine stratégie. Il ne faut pas copier pour copier. Tu vois, donc je pense que chacun doit apporter sa propre intelligence. On arrive dans les fermes ou bien dans les champs de chaque individu qu'on voit une façon de faire, tu vois. Et avec ça, maintenant, on va pouvoir grandir. Ok, c'est parfait. Et pour toi, justement, YouTube représente quoi dans ce projet-là? Déjà, je bavarde beaucoup, déjà. Donc, s'il faut rentabiliser... S'il faut rentabiliser le bavardage, il n'y a pas un autre moyen. Donc ça, c'est, disons, la raison naturelle. Mais quelque part aussi, je pense que s'il n'y avait pas eu Philippe Simo pour faire sa part de bavardage sur YouTube, honnêtement, même si, comme je dis, ça fait, peut-être tu peux ne pas me croire, mais ça fait mal à beaucoup de personnes quand je dis, sans avoir acheté la formation de Philippe, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais quand je dis vraiment que sans lui, sans ce mec-là, je n'aurais peut-être jamais ouvert les yeux. Oui, je serais resté dans mon salariat. Moi, je te crois tout à fait. Heureux, je te crois tout à fait, puisque moi aussi, j'ai découvert Philippe assez tôt. Je pense qu'il avait aussi 10 000 abonnés, il faisait encore l'élevage de porc. Bon, après, je ne peux pas forcément dire que s'il n'y avait pas eu Philippe, je ne serais pas là, parce que bon, moi, je suis là par d'autres contraintes. Mais oui, il a beaucoup contribué à ce que. Non, je pense qu'il faut être oui, bien sûr. honnête pour dire c'est quelqu'un qui a apporté énormément à plusieurs Africains. Ah, c'est clair. Maintenant, en fonction du milieu, toi, peut-être tu peux être dans un milieu où, avec ou sans Philippe, tu serais tombé sur ta voie. Tu vois. Mais moi, je suis dans un milieu, comme je dis, comprends bien, c'est que la façon que j'ai grandi, je suis comme un produit, j'ai été façonné. Tu vois, j'ai jamais fait mes propres choix, jamais. Exactement. Voilà, donc même quand je découvre Philippe, j'ai pas encore totalement fini mon bachelor. Tu vois, donc ça veut dire, c'est quand tu le découvres, quand tu découvres ce qu'il fait et il s'en vend, et il vend même. Tu vois, il vend ses compétences-là. Je peux remercier Dieu que je n'ai pas eu la mentalité de dire comment quelqu'un peut vendre une formation à 5 000 euros. Tu vois, j'ai pas vu les choses de ce côté-là. J'ai dit, OK, il vend sa formation à 5 000 euros, c'est pas mon niveau, le gars est fort. Terminé, ça ne me retire rien de dire ça. Tu vois, mais je me concentre sur ce qu'il fait et ce que ça peut m'apporter. Tu vois, je veux pas savoir, parce qu'aujourd'hui, on va dire, il y a des gens, tu sais, me contacter, c'est souvent difficile. Tu vois, donc il faut remplir tout un formulaire, machin, tout. Il y a des gens qui remplissent vraiment ça pour avoir mon numéro de téléphone et me disent, Douglas, qu'est-ce que tu penses de Philippe? Il ne parle plus beaucoup des porcs. Tu vois pas qu'il est tombé, tu vois que toi, tu fais la différence. Et même sur les commentaires de ma chaîne, je ne sais pas si Philippe va tomber sur ça un jour, bien il est tombé sur ça. Mais même sur les commentaires, on me dit, au moins, voici quelqu'un qui fait le concret. Oui, c'est sûr. Parce que, franchement, à chaque fois, ça me fait quand même un peu mal. Moi aussi, je suis d'accord. Parce que moi, sur plusieurs vidéos que je fais, il y a toujours cette comparaison avec Philippe, que ouais, toi, tu es le vrai. Tu es le vrai. Mais souvent, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que toi, tu penses réellement de ça, des critiques qu'on lui fait? Par rapport, par exemple, au fait de vendre des formations élevées, et aussi le fait qu'il ait fermé certains business, enfin, du moins qu'il ne parle plus de certains business, et qu'il. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'il fait ce qu'il veut. Tu vois, je pense qu'il fait ce qu'il. À la base, il fait ce qu'il veut.
Voilà, donc nous, je ne sais pas si on va dire les Africains ou bien les humains de nos jours, on a tendance, surtout les Camerounais, on a tendance à rester tranquille, voir quelqu'un faire, et dès que cette personne est déjà sur les projecteurs, on veut lui imposer la façon de faire. Tu vois un peu. Donc commençons par là. Moi, je dis, Philippe, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, déjà, à la base. Maintenant, quand il a fait ce qu'il veut, si moi, je prends une formation chez Philippe, je ne suis pas satisfait. Tu comprends? C'est à moi de parler. Ça ne sert à rien que, parce que j'ai créé une chaîne, parce que les gens assimilent mes contenus semblables au contenu de Philippe, ça me donne le droit de le critiquer. Moi, j'étais allé à Back to Africa. Moi aussi. Voilà. C'était quelle année? Pas l'année passée, l'année surpassée. Ah bon? On était à Back to Africa ensemble? C'est possible, ouais. Okay. Il y a tellement de gens, de toute façon, je ne peux pas voir tout le monde. Justement. Et quelles étaient tes impressions? C'était super. C'était super, oui. C'était super. C'est un très bon événement. Voilà. Maintenant, on va dire, non, mais il va dire quoi que tu ne peux pas lire dans un livre? Supposons que c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui critiquent Philippe? Leur rêve, c'est de payer 500 €, 1000 € pour aller regarder la finale de la Champions League. PSG contre, c'était qui récemment? PSG Inter de Milan. C'est leur rêve. Mais pourquoi ils ne voient pas ça à la télé? C'est le même match. Pourquoi ils ne restent pas à regarder à la télé, aller sur stream? Je veux dire, ils ne sont même pas capables de payer un abonnement canal. Ils vont aller sur stream. Je ne sais pas si tu vois un peu. Pour moi, c'est presque la même chose. Tu vois un peu. Donc, j'ai été heureux d'être à Back to Africa. C'est un service que Philippe a vendu. Et pour moi, il a honoré son contrat. Tu comprends? Maintenant, c'est clair que quand on grandit, plus tu grandis, plus tu es critiqué. C'est tout à fait normal. Dans 1 million d'abonnés, il n'y a pas 1 million de fidèles. Ça, c'est impossible. Tu vois un peu. Donc, ce que Philippe vit aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait normal et je pense qu'il le vit bien. Voilà. Oui, je pense qu'il le vit bien parce que je l'ai rencontré en Chine. Ah oui, j'ai vu ces statuts au hasard. Oui, et puis... en tout cas, il vit très bien. Je veux dire, le gars n'aborde même pas le sujet, il est vraiment focus sur ses projets. Mais il y a un truc, moi, qui m'a frappé, c'est que je pense qu'il a fait une vidéo, un droit de réponse, où il expliquait pourquoi il ne parlait plus de certains projets. Et j'ai vu dans les commentaires de la vidéo beaucoup de gens qui disaient que non, tu es un menteur, tu mens et tout ça. Et moi, ça m'a juste fait sourire parce que je pense que n'importe quel entrepreneur devrait comprendre. Moi, par exemple, quand je me suis lancé, je faisais du montage vidéo. Je vendais les cours en montage vidéo, je vendais ça à $80 mon cours. Ok. À un moment, je me suis développé, j'ai commencé avec des business beaucoup plus grands, techniques, etc. Mais à quel moment je vais encore venir vendre les cours de $80? C'est comme, j'ai plus le temps. Et j'ai des étudiants qui me contactent encore aujourd'hui, parce que j'ai un contenu encore qui parle de montage, qui me contactent encore aujourd'hui pour me dire, montre-moi tel truc en montage vidéo. Moi, j'ai même déjà oublié. Le montage vidéo, en plus, il a évolué. Je veux dire, la façon dont on faisait le montage, il y a de cela 3 ans. Aujourd'hui, avec les outils IA, c'est plus la même chose. En dehors même du fait que tu gagnes, que $80, c'est pas assez. Je reviens encore sur ce que j'ai dit, Yvan. C'est très important, je veux insister. Tu fais ce que tu veux. Exactement. Voilà, tes abonnés, ce n'est pas ta famille. À supposer, je ne dis pas que c'est le cas, à supposer que Philippe aurait eu un problème avec un membre de sa famille qui l'impose à vivre en Côte d'Ivoire. Tu vois un peu. Est-ce qu'il va laisser sa famille crever parce qu'il a 1 million d'abonnés à qui il doit je ne sais quoi? Il fait ce qu'il veut. Si tu n'es pas content, à un moment donné, tu te désabonnes. Je veux dire, aujourd'hui, pour être honnête, comme tu m'as demandé ce que je pensais de Philippe, je ne suis plus beaucoup Philippe, pas parce que j'ai quelque chose contre lui, mais parce que voilà, les contenus, le type de contenu qu'il produisait et que moi, ça me plaisait, que ça me parlait, il ne les produit plus beaucoup. À chaque fois qu'il va être chez Bertin, ou bien au Cameroun, ou bien faire des trucs avec son papa et tout, je clique, je like avant de regarder. Tu vois un peu. Mais quand c'est des sujets qui ne me parlent pas beaucoup, pourquoi je vais le critiquer s'il fait des sujets qui ne me parlent pas beaucoup? Donc, je pense que toi, Africain qui me regarde, oui, bien sûr, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as créé ton concept, tu as créé le podcast. C'est pas parce que ça va leur plaire, demain on va t'imposer quel invité tu vas... Non. Ça change toutes les contraintes que ça demande de faire un podcast. Si moi je suis fatigué, moi il ne fait plus. Bien voilà. Et puis moi, c'est ce que je dis, regarde, moi je suis sur les réseaux sociaux pour faire ce que je veux. C'est ça. Et si à un moment je suis fatigué, d'ailleurs même la publication, là, des fois il y a des gens qui viennent se plaindre que tu ne publies plus depuis. Et que, mais écoutez, c'est ce que ça me prend pour publier. Je dois tourner les vidéos et dire, vous me donnez quoi? Vous m'apportez quel argent? C'est ça. En tout cas, anyway. Et tu as parlé tout à l'heure de vente et de formation. Oui. Justement, je voulais savoir. À des prix élevés. Est-ce que tu penses vendre des formations? Je vends des formations. OK. À des prix élevés. Parce que j'ai compris. Au départ, je me suis dit, bon, Philippe vend ses formations à des prix élevés parce que c'est un bon vendeur. Donc, il sait qu'il va vendre. Mais c'est une mauvaise pensée. C'est une mauvaise façon de penser. Et j'ai fini par le comprendre à mes dépens.
Déjà, j'ai suivi une petite formation. Pas que c'était petit, c'est que ça n'a pas trop duré, mais c'était costaud. Donc, j'ai suivi une formation sur la vente de services, tu vois. Et j'ai compris quelque chose. Tout se joue sur la valeur perçue. Pas sur la valeur réelle, mais sur la valeur perçue. Définitivement. Tu vois. Maintenant, ce que l'élevage de porc représente pour moi, c'est pas la même chose que pour ça toi. représente pour. Voilà. Donc, pour moi, si l'élevage de porc représente les compétences en élevage de porc 500 euros, et que pour toi, ça représente 10 000 euros, pourquoi je devrais te le vendre à 500 euros? Et si j'ai tout mis sur pied, parce qu'après, en fin de compte, c'est un travail. Donc, ça, c'est le premier point pour les formations chères. Si j'ai tout mis sur pied pour que tu perçoives une formation comme une formation de 10 000 euros, peut-être consciemment ou inconsciemment, pourquoi est-ce que je dois te le vendre à 500 euros? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est, comme tout produit, on part sur le minimum. Quand tu vends tes produits, si tu te dis, OK, le stock, tu ne vas pas prendre un conteneur de biscuits. Tu te dis, je prends la quantité que je sais que bon, je peux vendre a priori. Exactement. Voilà, donc moi aussi, quand je fais mes formations, je conçois mes formations parce que ça prend énormément de temps. Je me dis, bon, OK, tous les mois, je dois pouvoir vendre à une personne. Mais si j'ai démissionné de mon travail pour pouvoir faire de l'élevage, apprendre, motiver Derrick, motiver mes employés, pour que tous ensemble, toute l'équipe, on puisse vous créer de la valeur. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une formation à côté. Et que j'ai démissionné d'un travail où je touchais 3 500 euros tous les mois. Et qu'a priori, je peux vendre une formation. Pourquoi je dois vendre une formation à 500 euros? Tu es revenu faire tes preuves toi-même au Cameroun. Pourquoi je dois vendre une formation à 500 euros dans ces conditions? C'est ça la question. Maintenant, troisième et dernier point, c'est qu'est-ce qu'on gagne en prenant une formation? Parce qu'à ce niveau-là, maintenant, c'est où je suis contre beaucoup, pas des personnes directement, je ne pense pas que j'ai peur de quelqu'un, mais parce que je n'ai pas de preuves, mais je suis contre les gens qui vendent des formations parce qu'ils savent vendre. Okay. Moi, quand je te vends une formation à 2 000, 2 500, 3 000 ou 3 500 euros, c'est parce que je regarde ce que tu vas gagner. Et je suis jaloux déjà. Et je vais prendre ma part de gâteau. Tu comprends un peu? Et parce que moi, je l'ai déjà fait pour moi. Donc, aujourd'hui, je t'ai dit, on a le système pour vendre tous les mois. Pas encore toutes les semaines. Quand on sera toutes les semaines, je vais mettre encore peut-être la formation et ça sera encore plus cher. Mais on a des systèmes pour pouvoir vendre tous les mois. Et si tu prends la formation et que tu laisses que je t'accompagne, tu vas pouvoir faire 3 500 euros tous les mois. Mais pourquoi je ne dois pas te prendre 3 500 euros le premier mois? Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si tu me permets, s'il y a un peu de temps, j'évoque donc maintenant ceux qui achètent les formations. Souvent, c'est eux le problème. C'est ce que j'allais dire justement, parce que la vente de formation aujourd'hui, c'est devenu comme une école. Et aujourd'hui, si tu veux entrer à Polytechnique, on est d'accord que quelle que soit la qualité de la formation que Polytechnique fait, c'est pas tout le monde qui est capable, ou même c'est même pas tout le monde qui a la structure mentale et le niveau nécessaire pour pouvoir suivre une formation à Polytechnique. Donc, comment toi, tu vas faire pour filtrer ça, en fait, pour te dire que lui, il est vraiment capable de prendre cette formation et lui, il ne l'est pas? Mais je le dis. Il y a un monsieur, il me revient en tête, il m'a contacté et tout se joue au départ. Il me tutoie, moi je reste dans le vouvoiement. Il me tutoie et à un moment donné, pour lui, je pense que ça commence à devenir bizarre. Et il me dit, bon, j'espère que je peux te tutoyer, hein, mais il sera préférable que tu me vouvoies. Tu vois, il crée déjà une distance tellement grande. Peut-être par rapport, moi, comme je dis, je ne cache pas mon âge, je ne cache pas... Même dans ce podcast, je t'ai dit au départ, je ne connaissais pas, j'étais un peu idiot sur certains sujets. Je reste réaliste. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Réalité Afro Business. Maintenant, ça déjà, c'est un filtre. Tu vois, donc il y a des gens qui viennent avec une certaine hauteur et je pense déjà que nous, on ne va pas pouvoir travailler. Parce que si tu lui dis, oh, on ne pose pas les caches des trucs ainsi. Et il dit, ah, le petit là, il dérange. Il est trop exigeant. Il va échouer et il va te critiquer. Donc lui, il était prêt à prendre l'accompagnement. Et moi, j'ai juste continué la discussion poliment et après, je ne l'ai plus rappelé. Et je n'ai même plus voulu qu'il me rappelle. Tu vois, donc c'est déjà ça, le premier filtre. Peut-être autre exemple aussi, j'ai un monsieur qui m'a contacté récemment parce qu'il voulait ouvrir un supermarché. Bon, j'ai comme des gens comme ça qui me contactent, il voulait ouvrir un supermarché, il voulait justement que je l'accompagne. Il vient en France et on a échangé vraiment sur beaucoup d'aspects, plusieurs aspects techniques. Et puis, je lui ai posé une question simple. Est-ce que tu seras là dans les environs pour lancer ton supermarché, même pour le gérer? Il me dit, combien de temps tu penses que tu vas pouvoir mettre au Cameroun? Il m'a dit que lui ne se voit pas revenir ici, machin et tout. Puis, je lui ai dit, bro, c'est pas pour toi. Mais est-ce que tu vas en vouloir quelqu'un qui vend quand même la formation à ce monsieur? Je pense que oui. Pourquoi? Je pense que oui, tout simplement parce que c'est lui qui a la connaissance nécessaire. Comme on dit quand tu qualifies les gens. Tu sais, si par exemple j'ouvre une école aujourd'hui, comme je parle encore de Polytech, et que Polytech, tu sais, quand Polytech fait son concours
Polytech sait c'est quoi être un ingénieur. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour être un ingénieur? Quand Polytech fait son concours, ils prennent seulement des cancres, excuse-moi l'expression, et à la fin, personne ne devient ingénieur. La faute, c'est pas aux étudiants. La faute, c'est à Polytech. Donc, moi, aujourd'hui, je sais que pour lancer un supermarché, pour gérer un supermarché, il faut être sur place. Au moins 6 mois l'année. Dans les premières années, peut-être même toute l'année. Tu comprends? Donc, si quelqu'un qui ne le sait pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, peut-être toi, tu ne savais pas, je ne sais pas, en tout cas. Tu as peut-être l'expérience nécessaire pour le savoir, mais il y a plein de gens qui ont des compétences techniques, peut-être pour le faire, mais qui ne savent pas qu'il y a plusieurs trous. Je veux dire, on gère le cash, il y a la gestion des stocks, on peut te vite voler 1, 2, 3 biscuits, tellement de choses. Donc, si tu n'as pas quelqu'un de confiance, et même là, si c'est quelqu'un de confiance qui gère ton business, c'est que c'est son business au pays, on est d'accord. Je veux dire, si tu as un frère ou une sœur ou un ami de confiance dans un business comme le supermarché qui gère ton business, moi, je dis que c'est son business. T'aimes pas ton business. Tu vois. Mais si tu ne le reconnais pas et que tu te dis, je veux lancer mon business, je suis en France, je vais lancer un supermarché au Cameroun, je ne suis pas là. Moi, j'ai les compétences nécessaires pour te dire que, bro, ça ne va pas marcher. Maintenant, si malgré ça, je prends quand même ton argent pour dire que je vais te faire la formation, quelle est la formation qui va te donner qui va réussir à couvrir ça? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de le faire. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est la faute du formateur. Mais est-ce que tu ne penses pas, parce que là, c'est... OK, tu es un entrepreneur, il résout des problèmes. Là, tu es en train d'énoncer un problème, la difficulté ou l'impossibilité à gérer son projet à distance. Tu vois, donc le supermarché et tout. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut résoudre ce problème, pourquoi penser que c'est impossible? Peut-être quelqu'un d'autre peut créer son modèle de formation en se basant Je vais essayer de reformuler. OK. Dans le contexte dont on parle, je suis le formateur. On ne dit pas, tout est toujours possible, hein, mais je pense que moi, déjà, le formateur qui a cette expérience-là, je pense que ce n'est pas possible. OK, ou bien du moins, c'est très difficile. Où tu es en train d'aller droit dans le mur pour gérer ça. Donc, c'est sûr que dans le cadre de ma formation, tu ne vas pas trouver les outils nécessaires pour le faire. Oui, mais là encore, n'est-ce pas? Après, je suis d'accord avec toi, qu'on soit d'accord. Mais là, on est en train de parler de ceux qui vendent malgré tout. Quand tu vends des formations, est-ce que ta formation, ça va dépendre parce qu'il y a des gens qui font du business. Tu vois, là, c'est du business. Et maintenant, quand toi, tu vas dire à quelqu'un que l'ancien supermarché est piloté à distance, c'est difficile. Un autre va jouer dessus pour vendre ses formations. Parce que justement, c'est difficile. Comme je disais encore tout à l'heure, la valeur perçue. Il va dire une formation ultra moderne, update, pour pouvoir piloter son supermarché à distance. Tu vois ce que je veux dire? C'est justement où il y a la subtilité. OK? Si le vendeur a conçu sa formation pour réellement gérer le supermarché à distance, oui, il peut la vendre. Et qu'il a testé et prouvé son process. Sauf que dans le cas où moi je te présente, moi je suis le formateur. Je sais que je n'ai pas de process pour le faire. OK? Mais j'incite quand même quelqu'un à prendre la formation, sachant que mon process que je vais lui vendre ne me permet pas de le faire. Oui, mais OK. Bon, comme j'ai dit, celui qui achète la formation, le tout, c'est d'abord celui qui achète la formation, à mon avis. C'est d'abord celui qui achète la formation. Parce que si moi, aujourd'hui, je prends une formation chez Yvan, je veux faire un supermarché. Je prends la formation et peut-être, je ne sais pas si tu as un processus onboarding où lorsque j'ai pris la formation, il faut que tu me mets en contact avec la personne avec qui je vais travailler et tout. Et je ne réponds jamais au premier mail, ni au premier coup de fil. Et puis, je viens là de temps en temps. Après, je m'excuse d'être occupé, j'étais en voyage et je reviens. Et 6 mois plus tard, tu es passé à autre chose. Tu as priorisé d'autres élèves et avec la personne, il faut peut-être... Voilà, il y a forcément des difficultés. Tu vois un peu ce que je veux dire. La personne maintenant va aller dire, Yvan m'avait vendu une formation pour pouvoir piloter. Je veux dire, dans le cas où tu peux vraiment vendre une formation à quelqu'un qui va permettre qu'elle pilote son supermarché à distance, tu vois. Maintenant, quand la personne va commencer à te critiquer, c'est où toute la communauté va donc venir derrière dire déjà comment c'est possible de gérer son supermarché à distance. Ouais. Et moi, comme je dis, je ne vends pas, en gros, je ne vends même pas la formation, je vends l'accompagnement. Parce que la formation, la valeur de la formation peut être peut-être à 1 000, 1 500 euros. Mais je ne vends pas ça. Parce que je ne vois personne qui peut suivre des vidéos dans une clé USB ou dans un drive et atteindre mes résultats. C'est impossible.
C'est complètement impossible. Il y a trop de choses à savoir, tu vois. Donc, moi, je vends un accompagnement. Mais si tu veux vendre ton projet, tu ne peux pas dire, comme là encore, on est à la valeur perçue. Tu veux vendre ton idée, tu ne vas pas dire à quelqu'un, je me suis formé pour ça, donc comme je t'ai dit, tu ne vas pas dire à quelqu'un que tu ne vas pas lui présenter le côté difficile. Tu vois, tu lui présentes le côté, l'accessibilité, la porte à ouvrir pour entrer dans ton monde. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, quand tu lui as présenté ça et que la personne arrive, il y a des conditions. Tu sais très bien que ce que tu as promis est atteignable. Oui, je suis d'accord avec toi. Attends, je veux qu'on soit clair. Ouais. Si c'est juste pour savoir c'est quoi les techniques de vente pour bien vendre, je pense qu'à un moment, ça, je les connais très bien. Tu vois. Maintenant, il y a des gens qui utilisent cette technique-là à tort et à travers. C'est justement ça la discussion. Parce que c'est sûr que si tu vends à tout prix, parce que tu connais les techniques, comme on dit souvent, tu peux tromper tout le monde. Tu peux tromper une personne éternellement, tu peux tromper plusieurs personnes pendant un moment, mais tu ne peux pas tromper tout le monde tout le temps. À un moment, tes étudiants vont se lever pour te dire que ce que tu vends là, c'est le vent. Tu comprends? Donc, moi, j'essaye, parce que, je pense qu'on est tous sur Internet, mais tout le monde ne fait pas la même chose sur Internet. Il y a des gens qui sont sur Internet et c'est leur business. Tu comprends? Il y a des gens qui sont sur Internet et son business, c'est de vendre l'information. Il y a des gens qui sont sur Internet pour montrer ce qu'ils font, mais ce n'est pas vraiment ça leur business. Leur vrai business, c'est ailleurs. Donc, moi, je fais beaucoup attention. Et ça, c'est mon cas. Je dis, je suis sur Internet, ça ne me rapporte pas grand-chose comparé à ce que je gagne ailleurs. Donc, je ne vais jamais mettre en péril ma crédibilité de mon vrai business pour ce que je fais sur Internet. Donc, il y a des fois, comme je dis, je peux vendre. Je sais que le boy ici, là, si tu lui dis ça, il va acheter. Tu comprends? Je peux le faire, je sais. Des fois, il me force même, un peu comme il dit, ouais, pardon, dis-moi un peu ce qu'il va entendre, non? Je suis d'accord, mais je décide de ne pas le faire. Parce que je sais que le monsieur ici, là, il va me poursuivre dans 2 ans. Et je pense que ça, c'est un sujet, franchement, en fait, on a élaboré les points qui font en sorte que les gens soient assez sceptiques sur les formations. Et comme j'ai dit, le troisième point dépend aussi de celui qui achète la formation. Et même si moi j'ai mis des filtres, peu importe à quel point, je ne peux pas toujours savoir. Je peux tomber sur quelqu'un parce que j'accompagne justement les gens dans la création même de leur ferme. Donc, ça veut dire que quelqu'un va me remettre beaucoup d'argent, 50, 60 millions, pour que je puisse construire, pour que je puisse élaborer son projet. Donc voilà, quelqu'un peut te remettre les 50 millions comme ça et c'est peut-être la cause de ta prochaine mort. Si on veut vraiment discuter, on ne va jamais, tu vois. Donc, soit à un moment donné, on se dit, en tout cas, moi, mon rêve, c'est de dire, je rêve d'une Afrique où on sera reconnaissant envers des personnes, des jeunes Africains qui ont fait un certain sacrifice. Aujourd'hui, tout le monde parle de Kwame Nkrumah, Thomas Sankara. Mais il y a des Thomas Sankara aujourd'hui, mais qu'on ne gère plus trop. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est plus comme avant. Est-ce qu'ils vendaient les formations? Non, en fait, c'est dans le domaine... c'est dans le domaine politique, tu vois un peu. Oui. Mais aujourd'hui, si on veut regarder en termes de la réelle volonté de faire quelque chose pour l'Afrique, moi, c'est ça qui me tire en avant. Tu vois un peu. Et moi, je me dis, OK, j'aimerais que demain, quand on regarde, on voit peut-être 10 grosses fermes qui fonctionnent. Et on voit avec la ferme de Douglas, ça fait tout un réseau. Tu vois un peu. Maintenant, c'est vrai que derrière, il y aura la peur ou alors la crainte de tomber sur des personnes qui ne sont pas sérieuses. Tout ce qu'on vient de dire. Mais est-ce que ça devrait m'empêcher, moi, de me lancer pour créer ce que je veux? Non. Tu vois, donc demain, ne sois pas surpris. Il y aura des gens qui viendront et diront, Douglas, il a fait machin. Et j'aurai toujours mon mot à dire. Enfin, j'aurai toujours ma version des faits. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, quand je vois les gens, ils se plaignent des formations, que ce soit de Philippe ou je ne sais quoi. Franchement, j'attends. Bon, je veux dire, si on voit la version de Philippe, tu peux voir le mec, c'est un paresseux. Il s'est dit... Bon, souvent, les gens qui se plaignent, c'est même pas les gens qui ont pris des formations. Donc, techniquement... Je pense qu'avec ça, le débat est clos. C'est clos, on ne peut même pas répondre à ça. Donc, peut-être pour aller vers la clôture, je te vois dans 10 ans. Est-ce qu'à un moment... Là, tu as fait ton retour au Cameroun. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que tu te vois encore basculer entre le Cameroun et l'Allemagne? Où est-ce que tu vois ta femme d'ici 5 ans, 10 ans? Retour, je ne veux pas dire... En tout cas, pour moi, c'est définitif. Mais je ne veux pas confirmer retour définitif. Après, on m'attrape en Chine, en Allemagne ou en France. Parce que même juste avant de venir, comme j'avais dit, j'avais annoncé sur ma chaîne que je rentrais au pays. Et j'avais dit, bon, je ne sais pas si j'avais dit le jour, mais j'étais à un événement, on appelle ça le Challenge camerounais en Allemagne. Et il y a des gens, ils m'ont vu là-bas, ils m'ont dit, mais je lui ai dit, tu ne le connais pas, mais lui, il te connaît. Et il crie ton nom, il dit, mais tu fais quoi ici? Tu avais dit que tu rentres au pays. Tu vois un peu. Donc, je ne veux pas que la même chose arrive. Quand on dit, mais tu avais dit que tu vivais maintenant au pays, le pays t'a brûlé, maintenant tu es revenu ici. Tu vois, bon. C'est ce que les gens entendent. Peu importe. Mon plan, en fait, c'est je veux faire quelque chose de grand. J'ai un grand rêve, un gros projet, très gros projet, qui est de devenir
l'un des piliers en élevage. Pas l'élevage de porc seulement, mais l'un des piliers en élevage. Tu vois, donc, je veux être un peu celui qui menace Kissisia, tous les distributeurs. Non, pas M. Ouattara, non, vraiment pas dans ce sens. Ah oui. Tu vois, au contraire, je veux les avoir de mon côté parce que moi, j'apporte une nouvelle façon de faire le business. Tu vois, aujourd'hui, tu peux pas, si M. Ouattara te dit combien d'argent je lui ai fait gagner, seulement à travers les vidéos, tu ne vas pas croire. Tu vois un peu, donc j'apporte une nouvelle façon de faire et je veux justement des personnes comme toi, comme Ghislain, je veux tous vous regrouper autour de moi parce que j'apporte quelque chose, disons la viande de qualité, tu vois un peu, à un point où justement les M. Ouattara seront obligés de produire selon mes standards, tu vois un peu, afin de pouvoir vendre parce que tout le monde veut les produits de qualité. Voilà, donc c'est un peu ça le projet. Ok, un mot pour la fin, à tous ceux qui nous regardent. Un mot pour la fin, je vais dire, bon, je ne sais pas ce que je vais dire, parce que je n'ai pas un mot pour tout le monde. J'ai un mot pour la diaspora et un mot pour ceux qui sont sur place. Bien sûr. Voilà. Donc, on va commencer par ceux qui sont sur place. Je m'appelle Douglas Fokam. Ma chaîne YouTube, c'est Réalité Afro Business. Le tournant, vraiment la personne, la pièce maîtresse de tout ce que j'ai fait s'appelle, c'est une personne, c'est mon frère qui s'appelle Derrick Wabo. Donc, pour tous ceux qui vivent sur place, je vous invite à consulter mes contenus, à regarder ce qui s'est dit sur cet homme, parce que c'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un qui a su, je ne sais vraiment pas comment il fait pour ne pas tomber dans les vices, surtout ici au Cameroun. Ouais. Voilà, on va un peu prolonger ça, parce que ça, je trouve ça intéressant. J'avais dit que c'est la fin, mais je trouve ça intéressant. Okay. Parce que c'est vraiment incroyable, en fait. En tout cas, moi, je l'ai rencontré, et puis je trouve que c'est vraiment une grosse... Tu penses qu'on devrait écrire un livre sur lui? Oui. Okay. Oui, parce que ce type de personne, je ne sais pas s'il est sorti du pays, qui n'est jamais sorti du pays et qui a gardé justement cette mentalité-là, cette honnêteté-là, la mentalité d'entreprendre, c'est vraiment très rare. Ouais. C'est vraiment très rare. Et si chaque personne de la diaspora avait une personne comme ça réglerait beaucoup de problèmes. Yeah. Justement. Après, je vais évoquer aussi justement le sujet lorsque je vais m'adresser à la diaspora. Mais comme je disais, pour ceux qui vivent ici, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés, ne voyez pas en chaque personne de la diaspora un produit. On n'est pas une machine à cash. Même si je vais dire je gagne 3 000 euros ou 3 500 euros, ils font déjà des calculs pour leurs frais en Allemagne, pour voir déjà combien ils gagnent. Mais il faut qu'on ait une certaine dignité, qu'on accepte de faire, je vais dire de se rabaisser pour pouvoir s'élever. C'est très important. Maintenant, à ceux qui sont dans la diaspora, chacun a probablement un Derrick dans sa famille, je le dis tout le temps. Le problème, c'est, est-ce que toi, de la diaspora, tu as assez d'humilité aussi pour pouvoir... Parce que, après, bon, c'est bien, comme on parle de Derrick et tout, mais dis-toi que si j'étais une personne, un genre... Mais il y a des familles gâtées, hein. Je sais, non. Il n'y a pas de Derrick, moi. Quand tu es dans la famille, dis-toi aussi que ça peut être ton ami. Ok. Ça peut être ton ancien voisin, tu vois. En fait, je te prends juste un petit exemple. Tu as dit qu'on va prolonger, donc je me sens libre. Ouais. Quand j'arrive déjà même au Cameroun, Derrick, il est énervé. Quand j'ai énervé, c'est qu'il ne me parle plus quand je prends la moto. Parce que lui, ce qu'il fait avant de commencer à travailler avec moi, c'est qu'il est carreleur. Lorsqu'il n'a pas de chantier, il fait sa moto. Donc il gagne ses 100 francs, 200 francs. Maintenant, quand j'arrive au Cameroun, il sait très bien, du moins, il fait le calcul. Il dit, quand tu prends la moto, disons, de Ndokochi, Logbus, où tu payes 500 francs, alors que le coût du carburant même, tu vois, c'est disons 100 francs, 150. Et du coup, on perd. Tu vois, donc il me pose que quand je veux partir quelque part, je l'appelle 30 minutes avant, il vient me chercher. Jusqu'à quand si je prends la moto, il faut que je me cache pour ne pas qu'il me voie parce qu'on va encore avoir des problèmes. Mais quelqu'un d'autre qui est de la diaspora, peut-être, qui arrive et quelqu'un le traite comme ça, il va vouloir le prendre pour un coursier. Je sais de quoi je parle. Tu vois, donc il va se dire, ah oui, bon, voilà quelqu'un qui est gentil, c'est celui avec qui je vais marcher quand je serai au pays. Parce que même Derrick, dans ma famille, il y a des gens qui ont traité Derrick comme ça. Parce qu'il ne l'a pas fait uniquement avec moi. Donc il y a des gens, quand il arrivait, ils disaient que non, ne gaspillez pas votre argent. Tu vois, vous partez pour acheter un truc, on dit 10 000. On a 1000 francs. Et on achète. On prend le bras, ouais. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et aussi, diaspora, s'il vous plaît, l'Afrique n'est pas votre poubelle ou bien votre égal. Quand vous êtes en France, au Canada, en Allemagne, vous voulez lancer un projet, vous êtes patient pour gagner. Très patient. Vous vous dites, je lance mon projet, j'attends 5 ans, après je commence à rentrer dans mes fonds. Pourquoi quand vous vous lancez en Afrique, le lendemain, vous cherchez déjà où est votre argent? Où sont les rentabilités? Où sont les gains? C'est impossible. Je peux bien parler de ma ferme, me rapporte 3500 et tout. Mais les coûts de construction du bâtiment, tout ce que j'ai investi dans la formation de Derrick, tout ce que j'ai investi dans ma propre formation, je ne l'ai pas rentabilisé. Et je suis patient.
Mais j'ai dit justement par rapport aux gens qui me contactent, Douglas, finalement, je ne vais pas me lancer parce que ça met trop long pour rentrer dans ces fonds. Oui, mais qu'est-ce que tu voulais? Soit tu te lances en bourse, ou alors, je ne sais pas, tu peux investir chez Tesla, et même là, soit tu te lances dans un projet bien étudié. Ça, je dirais que c'est même pas propre en Afrique. C'est qu'il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui veulent faire du business en Afrique, alors qu'ils n'ont juste jamais fait de business. Donc, c'est juste qu'ils ne comprennent même pas c'est quoi le business, parce que même quand tu investis en Occident, je veux dire, quand tu fais un vrai projet entrepreneurial, tu ne rentabilises pas en 1 an, en 2 ans. Et souvent, des gens, justement, qui n'ont pas cette connaissance business-là, quand ils viennent au Cameroun, ils veulent faire du business comme si ça s'apprenait du jour au lendemain. Tu vois que là, tu soulèves un autre problème. Ils ne veulent pas se faire accompagner. Il encore revient dans les formations. Comment est-ce qu'on veut se baser sur l'élevage qu'on a fait derrière la maison pour bâtir un empire en élevage de porc? Comment on veut faire un élevage sans se... Quand je dis se faire accompagner, il ne faut pas que les gens pensent à mes formations. En fait, j'ai fait tellement de vidéos avec M. Ouattat. J'ai dit à M. Ouattat, OK, on va te donner des clients, tu vas voir comment je vais diriger, stratégie, machin. Mais la contrepartie, c'est que tu laisses qu'on affiche ton numéro personnel. Parce que il est tellement éloquent, il donne de bons conseils, il s'exprime bien. Et je voulais qu'il discute avec la diaspora. Tu vois, donc il y a plusieurs personnes qui l'ont contacté et il a réussi vraiment à leur montrer. C'est ça que j'appelle se faire accompagner. C'est pas forcément d'aller acheter une formation à 2 500 €, à 3 000 €. Tu vois, mais il y a des gens, ils ne veulent même pas ça. Même pas appeler M. Ouattatou, je ne sais pas. Ils ont une boutique au quartier, ils ont un petit espace, ils savent qu'ils vont faire leur porc et vendre aux boutiques. C'était... OK, c'est bon? Oui, c'est les conseils que je voulais, les derniers mots que je voulais avoir. Allez, à très bientôt pour la suite. Bye. Ciao.